Enseigner, apprendre, informer, communiquer. Quand pédagogie et numérique se donnent rendez-vous. Le podcast Pédagonium vous éclaire sur les technologies et pratiques qui font avancer l'enseignement. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Pédagonium. Aujourd'hui, nous revenons sur la notion de numérique responsable, cette fois-ci en adoptant un point de vue plus opérationnel. Au cours de l'année 2025, le service des usages du numérique vous accompagne dans cette réflexion sur la notion de numérique responsable grâce à différentes ressources et rencontres permettant de progresser dans la prise de conscience, puis dans la mise en place de bonnes pratiques. En effet, le numérique offre aux enseignants et enseignantes des outils efficaces pour la préparation des cours, les tâches administratives, ainsi que des leviers puissants pour une pédagogie active et engageante. Toutefois, comme nous l'avons évoqué dans des épisodes précédents que je vous encourage à écouter, il y a également des inconvénients en termes d'impact environnemental et social. Il est donc envisageable et souhaitable de questionner cette balance bénéfice-risque dans les usages du numérique en pédagogie. Et on pourrait par ailleurs souligner qu'à l'heure où la formation des étudiants à la transition écologique vers un développement soutenable est devenue obligatoire, rien ne vaut l'enseignement par l'exemple. Mais comment s'y prendre lorsqu'on est enseignant pour mesurer son impact ? Que peut-on changer pour essayer de faire mieux ? Au-delà de l'impact environnemental, y a-t-il d'autres points de vigilance et d'amélioration possibles ? Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi Florence Rodin et Fabien Michel, tous les deux enseignants à l'Université de Montpellier, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Florence Rodin, je suis professeure des universités à Polytech et chercheuse à MRM, Montpellier Recherche Management. Et ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à la question de l'impact de l'industrie lourde du numérique sur les écosystèmes. Mon tout premier papier de recherche a été publié en 2005, presque jour pour jour. Bonjour, donc Fabien Michel, je suis maître de conférence à l'IUT de Montpellier. Je fais ma recherche en informatique au laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, le LIRM. Et je m'intéresse au numérique responsable depuis plusieurs années. Je fais des conférences sur la question à destination des étudiants, des collègues. Alors merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander à tous les deux, à votre avis, qu'est-ce qu'un usage responsable du numérique et surtout, pourquoi est-ce que c'est particulièrement important en tant que professeur d'université de prêter attention à ces problématiques d'usage responsable ? Alors, je dirais que c'est important d'avoir une approche éclairée, en fait. Ça va être le point numéro 1. Si on veut avoir une attitude responsable par rapport à l'utilisation de ces technologies, il faut avoir la connaissance de ce qui se passe derrière et justement, vous avez parlé de balance bénéfice-risque. Et donc, pour savoir de quoi on parle, il faut avoir une connaissance minimale de ce qu'il y a derrière ces outils et de pourquoi les utiliser. Et moi, j'ajouterais que je ne suis pas tellement dupe sur ce que les étudiants vont retenir du contenu de ce que je leur ai renseigné. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'ils vont se rappeler de comment je l'ai fait. Et on a une valeur d'exemple en tant qu'enseignant. C'est comme quand les parents veulent faire lire les enfants. S'ils veulent faire lire les enfants, si les enfants eux-mêmes voient leurs parents en train de lire, ils vont avoir envie de lire. Et donc l'attitude que l'enseignant va avoir une valeur d'exemple bien plus forte que ce qu'il va pouvoir dire. Est-ce qu'on peut parler seulement de choix individuels, d'engagement personnel, ou est-ce qu'il y aurait donc un rôle clé à jouer pour l'évolution de la société ? Alors oui, je pense, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, donc c'est des choix individuels, mais ce qu'on va faire à l'université aura valeur d'exemple pour les étudiants. Donc il y a une forte pression en fait sociétale sur notre manière d'utiliser le numérique, et l'université, c'est le meilleur endroit pour éclairer les choix individuels en fait. Complètement, éveiller à l'esprit critique. Barbara Stiegler, elle parle d'injonction à s'adapter. Je reviens, moi je trouve je note énormément d'injonctions qui pèsent sur les enseignants pour utiliser le numérique. Les injonctions, elles pleuvent sur les enseignants. Pas plus tard qu'hier, dans Le Figaro, on voit Elisabeth Borne qui dit qu'il y a une IA qui va être développée pour que les enseignants l'utilisent. Donc il y a toujours cette injonction permanente et c'est une pression systématique qui est imposée aux individus, c'est ce que dit Barbara Stiegler, pour qu'ils se conforment à des normes technologiques présentées comme inévitables. Et quand je parlais tout à l'heure de valeur d'exemple, c'est pour moi un numérique responsable, c'est ce numérique-là, oui, pourquoi pas,
pour tel usage, et puis celui-là, non. Et donc, c'est aussi cette prise de conscience et cette responsabilité de pouvoir dire non. Oui, alors effectivement, bien entendu, il y a d'un côté la démarche individuelle, et puis de l'autre côté, il y a les décisions politiques, structurelles qui sont prises à l'échelle nationale ou à l'échelle des établissements. On avait par exemple évoqué dans les épisodes précédents les questions de mutualisation de serveurs, de politique d'achat durable, etc. Là, vous nous parlez d'injonctions qui vont dans l'autre sens, il faut utiliser toujours plus du numérique. Enfin, c'est pas évident d'arriver à composer avec tout ça. Et on aurait presque tendance à penser que le niveau supérieur, il est plus impactant. Enfin, en fait, il l'est. Mais est-ce que ça dispense de faire des choix au niveau individuel ? Alors, vous parliez de mutualiser. Donc, effectivement, Michel Robert en avait parlé dans des précédents épisodes. Donc, effectivement, ça, c'est des décisions qui viennent d'en haut et qui sont très bonnes parce qu'il faut mutualiser les ressources pour avoir un impact le plus bas possible. Seulement, ça ne suffit pas parce que tout simplement, ça ne va pas faire en sorte que les gens l'utilisent forcément. Et le gros problème qu'on a par rapport au numérique, c'est que le marché est inondé par les GAFAM de produits qui sont gratuits et on peut faire beaucoup d'argent justement avec des produits gratuits. Et du coup, si les enseignants, on va pas leur expliquer pourquoi ça peut être intéressant d'utiliser par exemple les outils de l'université par rapport à ceux des GAFAM, on peut mutualiser tout ce qu'on veut, on n'aura pas de bénéfices. Bon, moi, j'ai envie d'ajouter que les GAFAM, ils sont déjà présents à l'université en permanence. Un étudiant, quand il arrive en classe à 8h le matin, il est déjà sur les GAFAM. Moi, j'ai mené une étude avec une étudiante en thèse qui s'est fait passer pour une étudiante et qui a passé 1800 heures à observer l'usage réel que font les étudiants en classe des iPads qui sont distribués gratuitement par les établissements, pour lesquels on a mis des prises électriques partout. Et en fait, sur 1800 heures d'observation, elle se rend compte que 80% du temps, les étudiants utilisent l'outil pour un usage distractif. Donc on distribue des outils qui polluent la planète, qui polluent la relation à l'enseignement, à l'enseignant, à soi. Et donc, ça, moi, ce que je condamne dans mes recherches, où je pointe du doigt cet usage distractif qui peut être fait du numérique, ce qui fait que ça devient extrêmement difficile pour l'enseignant de capter l'attention de l'élève. En 1992, quand j'ai commencé à enseigner, les étudiants, ils me regardaient comme là, vous êtes en train de me regarder dans ce studio, c'est-à-dire ils écoutaient. Aujourd'hui, c'est un challenge. Quand on rentre dans une salle de classe, on est devant une forêt d'écrans. Et puis, il y en a des gens qui sont partis ailleurs. Ils sont, je sais pas, sur TikTok, sur Facebook, n'importe quoi, une vidéo. Et pour capter leur attention, vous êtes en concurrence avec Netflix, vous êtes en concurrence avec des produits bien puissants que vous et tous les GAFAM. Oui, donc on rappelle les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, etc. Oui, parce qu'ils peuvent être aussi en train de commander une paire de chaussures. Alors aujourd'hui, c'est même un terme qui regroupe plus que ça, parce que dans les GAFAM, il n'y a pas X, par exemple. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, Elon Musk, avec ce réseau social, et l'IA qui vient derrière, a une puissance au niveau une influence sur le monde qui n'est pas négligeable. Alors pour revenir au niveau de notre enseignant, comment est-ce qu'un enseignant peut mesurer l'impact de ses usages du numérique à l'heure actuelle ? Et une fois mesuré, comment savoir si l'impact est trop élevé ou pas ? Comment identifier sur quels axes travailler ? Alors, je dirais que mesurer avec des métriques fiables, ça va être quasiment impossible. Parce que c'est très compliqué de savoir quel est, si on parle par exemple de bilan carbone, qui fait pas tout, mais qui est une métrique importante aujourd'hui, vous pouvez pas mesurer quel est votre impact. Par contre, on va faire ça de manière relative. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des solutions qui vont être moins impactantes que d'autres. Et là, il est important de savoir qu'il existe un cadre légal, en fait, avec la loi REN, R2EN, pour réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui a déjà 4 ans, et qui donne des directives qui sont très intéressantes, alors à la fois pour les développeurs de logiciels, mais aussi pour les enseignants que nous sommes. Et moi, je suis directement concerné puisque je suis enseignant en informatique. Donc, par exemple, tout ce qui peut amener à augmenter le nombre d'outils
d'outils physiques à utiliser, c'est une mauvaise pratique. Tout ce qui peut amener plus de consommation électrique sur un site web, c'est aussi une mauvaise pratique, etc. Donc, on va avoir un ensemble de recommandations qui sont ce qu'elles sont, parce que c'est difficile d'être précis, mais qui donnent quand même une idée de comment on peut réduire son empreinte en impliquant simplement des lignes directrices assez simples, finalement. D'accord. Donc, si je comprends bien, ça donne un peu déjà des axes d'action. Si on veut réduire l'impact environnemental d'une pédagogie qui inclut du numérique, ce qui est quasiment toujours le cas, on peut dresser un premier plan de réflexion et d'action en plusieurs volets qui seraient sur le matériel, sur les usages, sur les outils. Alors, est-ce qu'on peut agir sur son impact en agissant sur le choix de son matériel informatique et sur le cycle de vie de son matériel informatique? Si oui, de quelle manière? Alors, je rajouterais juste une dimension. J'entendais dans les podcasts précédents que vous parliez des 5 R. Alors, il y en a un qui est refusé. Traduit autrement, c'est questionner les besoins, en fait. Donc ça va être important parce qu'on parlait de bénéfice-risque. La première question, c'est est-ce que ça va vraiment améliorer les choses? Je voudrais rajouter quelque chose. C'est vous mentionnez que dans les enseignements, il y aurait forcément toujours du numérique. Là, je suis sur un projet de recherche justement, dans lequel est aussi Fabien Michel, où on veut questionner un espèce de ce que j'appelle un tabou, un malaise enseignant, avec la peur d'être disqualifié, marginalisé, accusé de technophobie, si on utilise le fameux R qui est le refus. Mais dans les 5 R, il y a bien sûr le refuser, et il y a des enseignants qui font ce choix-là, mais qui se sentent montrés du doigt et peur d'accuser J'ai commencé des entretiens en profondeur de 2-3 heures avec des récits de vie d'enseignants de différents âges, et je viendrai vous présenter un jour les résultats si vous m'invitez. Oui, mais il y a, je pense, un tabou autour du fait qu'il y a des enseignants, enfin déjà ils me le disent, mais qui vivent un véritable malaise du fait d'avoir du mal à capter l'attention des étudiants qui sont distraits par les outils qu'ils possèdent, le Wi-Fi en accès libre à l'université. Dans une recherche précédente, moi j'avais des étudiants qui me disaient, j'ai un verbatim sous les yeux, c'est un poison d'avoir ça en classe, je passe 90% du temps à faire autre chose. J'ai questionné plus avant cette jeune fille qui a dit que pendant ces 3 années passées à l'université, elle était quasiment en permanence sur son téléphone, qu'elle sentait qu'elle était addicte, elle a un problème d'addiction, et elle disait l'université a renforcé mon addiction avec la possibilité d'utiliser ça en permanence, et elle aurait aimé, elle m'a dit, je lui ai demandé quelle aurait été la solution, et de ne pas avoir le Wi-Fi disponible en permanence. En tout cas, moi, c'est ces aspects sociétaux-là qui m'intéresse, et parce que je trouve aussi qu'il peut y avoir un décalage entre l'innovation technologique imposée et les engagements des DRS, des établissements et des universités. On parle de DRS, donc pour moi la pollution, au départ je m'intéressais à la pollution numérique uniquement environnementale, et après je me suis rendu compte que la pollution, elle était aussi, puisqu'on parle des DRS, responsabilité sociétale, le malaise enseignant. Il y a un malaise enseignant avec ça. Alors peut-être vous les rencontrez pas ici, mais moi je les rencontre. Et ces gens-là ne parlent pas, et j'ai envie de leur donner une voix. C'est pour ça qu'on s'est lancé sur ce projet de recherche. On a plutôt affaire aux gens qui veulent utiliser le numérique, comme c'est notre mission d'accompagner. Mais du coup, la solution, ça serait de proposer... couper le Wi-Fi, je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour. Par contre, peut-être essayer de proposer des manières de faire cours qui font distraction dans l'autre sens. Oui. Pour parler des usages en premier, puisqu'on est là-dessus, par exemple, tout ce qui va induire l'utilisation, par exemple, de la suite Google, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Et en fait, tout à l'heure, j'ai oublié de parler du fait qu'il y a aussi beaucoup d'effets de mode dans le numérique. Et ça, il faut être très attentif à ça, parce que des outils peuvent débarquer, prendre la place, et puis mettre du temps à être remplacés par les outils que l'université va proposer, et qui peuvent être bien meilleurs. Donc il y a des alternatives à la suite Google, mais personne n'est au courant, y compris les enseignants qui vont utiliser les outils fournis par Google. Et ça, c'est une vraie question au niveau des usages. Donc, à ce niveau-là, si vous voulez, la première chose qu'il faut se poser, c'est le choix des outils. Après, est-ce qu'il faut modérer les usages? C'est certain, mais déjà, choisir les bons outils, c'est vraiment important par rapport à cette problématique. D'accord. Alors, du coup, on va revenir tout à l'heure sur les questions de matériel et d'usage. En ce qui concerne les outils, il y a des choix d'outils plus responsables que d'autres en termes de sobriété, de
souveraineté des données. Donc, quels sont les critères à considérer ? Est-ce qu'on a toujours le choix des outils ? Ça, c'est une autre question. Il se trouve que oui, quand même. Et puis, alors, on est dans une université qui fournit quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, la dernière fois, on parlait de BBB dans un autre podcast par rapport à Zoom. Donc, il y a des alternatives. En ce qui concerne la suite Google, il y a des choses très convaincantes et voire meilleures qui ont été produites par la recherche française, financées par la recherche française. Donc, je pense à une suite qui s'appelle CryptPad, par exemple, qui est, vous avez parlé de souveraineté, c'est exactement ça. Donc, avec des données qui vont rester sur le territoire français. Donc, ça, c'est des points importants et qui doivent être promus. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et au niveau de l'université, il y a pas mal de choses. J'encourage les enseignants à explorer toutes les vidéos et les podcasts qu'il peut y avoir sur le site de l'université. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc oui, il faut faire des choix. Et il ne faut pas s'arrêter à des effets de mode. D'accord. Du coup, selon quels critères est-ce qu'on choisit un outil qui soit responsable ? Alors c'est vrai que la souveraineté, ça va être très important. Parce qu'en fait, quand vous faites tourner des serveurs américains, en quelque sorte, vous pouvez faire des visios au charbon, du traitement de texte au charbon et ainsi de suite. Donc nous, on a une énergie dite décarbonée. Donc il faut se servir des outils qui sont hébergés par nos serveurs. Plus ils sont prêts, plus c'est écologique. Il y a beaucoup de choses qui sont hébergées à l'université. Typiquement, 100% des étudiants ont un compte Gmail et ils vont rediriger tous leurs mails institutionnels sur cette boîte. C'est catastrophique en fait. Le mail institutionnel qu'on donne aux étudiants, ça devrait être leur mail principal. Et là, les communications ne sortent pas de Montpellier. Donc c'est un usage qu'on va considérer plus responsable que d'utiliser les outils de Google, tout simplement. D'accord, donc même en tant qu'enseignant, et puis peut-être aussi inciter les étudiants à faire pareil. Tout à fait. Il faut déjà montrer l'exemple. Et moi, j'ai des collègues qui se servent de la suite Google. Comment faire pour que les étudiants choisissent un autre outil alors qu'on leur montre, qu'on leur met sous les yeux cet outil-là. Oui, c'est sûr. Donc, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, il faut être proactif. Du coup, concrètement, dans votre pratique d'enseignant, quels sont les outils que vous utilisez dans le cadre de cette démarche responsable ? Alors, Fabien a déjà cité pas mal d'outils qu'il utilisait. Florence ? Alors moi, l'outil principal que j'utilise, c'est la voix, c'est mon corps aussi. Donc les gestes, c'est de regarder les étudiants dans les yeux. Et plus ça va, plus pour être en cohérence, moi j'utilise des outils numériques en classe. Et plus je fais des shows pour réussir à les capter. Donc ça peut faire des grands gestes quand j'arrive, ouh, l'enseignante est là, regardez-moi. Bon, je fais un cours sur le numérique, on peut appeler ça numérique responsable, même si j'aime pas trop ce mot-là. En fait, ça s'appelle éthique et technologie de l'information et de la communication. J'ai oublié de dire, au départ, je suis spécialiste en système d'information. Et maintenant, je passe au moins 20 minutes, une demi-heure, tout au début, à les interroger sur ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis entrée dans la salle, etc. Et là, je décrypte les comportements pour amener des prises de conscience. J'essaye de ne pas leur dire « fermez votre ordinateur, fermez votre téléphone ». Et j'essaye qu'ils le fassent sans que je leur demande. Et quand j'arrive à faire ça, c'est gagné. C'est ma façon de... Et je leur montre toujours assez rapidement... mon schéma basé sur cette thèse qui a été soutenue par ma doctorante où on voit que les outils sont utilisés à 80% pour un usage distractif et je leur montre, alors voilà, 10 minutes de vidéo. Alors pendant 1h30 de cours, un étudiant utilise en moyenne ces outils, 10 minutes pour regarder une vidéo, 5 minutes pour chatter, etc., etc. Et je leur demande qu'est-ce que vous en pensez. Et je fais ça depuis de nombreuses années. Systématiquement, ils me confirment ce chiffre. Ou des fois, il y a des débats, il y en a qui me disent non, c'est 90%, puis après, pourquoi ? Les profs ont qu'à être plus intéressants. Donc ça crée des débats extrêmement riches et intéressants. Je me dis que je devrais faire un papier de recherche d'ailleurs là-dessus. Donc voilà, pour faire court, pour répondre à votre question, mon usage personnel, c'est moins de numérique, et aussi pour l'évaluation. Bon, auparavant, je le faisais, c'était déjà des écrits, et puis plus ça va, maintenant, avec l'IA, c'est devant moi, des écrits. Ouais. Et c'est pas toujours possible sur non, bien entendu, hein. La quantité d'étudiants à évaluer. Bien entendu, je dis pas il faut faire ce que je dis, certainement pas, ou faire ce que je fais. C'est juste pour répondre à votre question. Mais bien entendu, j'ai bien conscience que tout n'est pas possible. D'accord. Et du coup, vous utilisez vraiment jamais de numérique. Alors,
là, on parle surtout des cours, mais en fait, il y a aussi le versant de la préparation, du travail de préparation de l'enseignement ou même le travail de recherche. Vous n'utilisez pas non plus le numérique, vous êtes au papier-crayon ? Non, bien sûr que non. Et je ne suis pas technophobe. C'est comme si on demande à... Voilà, on ne va pas dire à un nutritionniste, il ne faut pas manger. Donc, bien sûr qu'il faut avoir je suis pour un usage raisonnable et raisonné. D'ailleurs, au départ, j'étais informaticienne, j'ai eu une fascination pour les systèmes d'information au départ, tous ces outils-là. Mais ça a été vraiment la prise de conscience dans les années 2000. J'ai eu une prise de conscience écologique globale. Et puis, au début des années 2000, on n'interrogeait pas le lien entre l'écologie et le numérique. Je pensais qu'il n'y en avait pas d'ailleurs de lien. Et puis même, on liait toujours le développement durable au numérique. Quand j'ai interrogé ça, je suis tombée de ma chaise. Je me suis dit, zut, alors je ne pensais pas, vraiment pas. Et donc à partir de là, j'ai eu une véritable prise de conscience. Et cette prise de conscience, aujourd'hui, je me rends compte... que c'est une industrie extrêmement lourde et je suis triste, mais vraiment ça m'attriste, de voir qu'on fonce tête baissée. Les injonctions tombent avant même qu'on évalue l'impact de tel outil. Pour rebondir sur ce que dit Florence, je pense que le vrai problème qu'il y a avec le numérique, c'est qu'on l'a complètement décorrélé justement de l'impact qu'il peut avoir et qu'on le considère un petit peu à part par rapport aux autres problématiques qu'on peut avoir au niveau de l'environnement, comme par exemple avec les transports. On a un vrai sujet, on sait qu'il faut moins prendre l'avion, etc. Pourquoi est-ce qu'il faudrait rajouter toujours plus de numérique ? C'est pareil. Est-ce qu'il faudrait augmenter le nombre de trajets par jour par personne ? Certainement pas. Mais là, c'est un peu la même chose. Donc, c'est pas qu'il faut arrêter de se déplacer et qu'il faille arrêter d'utiliser le numérique. Comme le disait Michel Robert, le numérique, il est présent dans nos vies, il est présent dans notre manière de fonctionner, de travailler à l'université. Vous l'avez dit, pour les outils de suivi administratif, etc. Mais on le met un peu sur un piédestal où en fait on le met un petit peu à part, comme si il n'avait pas d'impact en fait, ou que on pouvait en tirer que des bénéfices. Non, c'est tout simplement une technologie comme une autre, de la même manière qu'il y a des voitures électriques, que les choses évoluent sur les thèmes du transport ou autres, et qu'il faut qu'on ait la même approche sur le numérique. Quelles sont les meilleures solutions ? Pourquoi les mettre en place ? Est-ce que c'est vraiment pertinent, etc. Donc, par exemple, moi, au niveau de mon usage, puisque moi, je suis enseignant informatique, donc je suis confronté toute la journée à ces outils, mais quand j'enseigne certains outils, quand on travaille avec certains outils, par exemple avec mes élèves, c'est bien que j'ai une interaction avec les gens qui installent tout ça au niveau de l'IUT, par exemple, pour qu'on travaille sur des choses qui sont installées localement et qu'on n'utilise pas des serveurs américains, tout simplement. Alors, on a plein de bénéfices par rapport à ça. Ça va plus vite, on réduit la facture environnementale, on maîtrise complètement l'outil parce qu'il est installé chez nous, et ça, on peut le décliner sur plein de choses, notamment grâce au fait qu'on utilise des logiciels libres. C'est une dimension très importante de la solution, ou en tout cas de la manière dont il faut approcher le numérique. Là, on va avoir des choses qui sont directement pensées pour l'usage et uniquement pour l'usage, et pas pour récupérer des données, qui est vraiment le nouvel or noir, du 21e siècle, clairement. Donc là, c'est des outils qui sont donc des outils libres qui sont mis à disposition des enseignants, par exemple par les réseaux Renater, ISUP, etc. Alors, il y a à la fois ça, mais il y a aussi, alors effectivement, pour finir sur la question, donc il y a beaucoup de choses qui sont fournies par l'université notamment. Donc on peut se féliciter de ça. J'encourage tous les enseignants à regarder ce qui est disponible sur les serveurs de l'université. Alors avec du bien et du moins bien, parce que par exemple, l'université, et pas Montpellier, l'université française a été victime de la phase Covid et n'avait pas les capacités de répondre aux besoins. Donc on a eu un effet de mode qui est Zoom, et qui à mon avis est vraiment l'exemple à ne pas suivre, et qui est utilisé, et alors qu'on a des alternatives très performantes comme BBB. Donc beaucoup d'outils installés au niveau national, et il y a de plus en plus de choses, et moi j'en découvre tous les jours.
Là, je parlais de CryptPad, mais il y a aussi Resana, enfin pour ceux qui connaissent. Il y a des outils qui sont mis en place au niveau... donc des outils souverains, mis en place au niveau national. Et il faut prendre le temps d'aller les chercher. Il ne faut pas s'arrêter aux effets de mode. D'accord, donc c'est presque un travail à part entière pour l'enseignant. Tout à fait. C'est quelque chose à réfléchir peut-être pendant les vacances d'été ou à la rentrée. Il faut investir du temps sur le choix de ces outils. C'est un peu la même chose que prendre le temps de choisir sa voiture. Si vous avez une conscience écologique et que vous roulez en Ferrari, il y a un petit problème. Il y a une dissonance cognitive. Tout à fait. Pour revenir aux usages, est-ce qu'il y a des usages du numérique qui ont plus d'impact que d'autres dans la pratique de l'enseignant? Des usages qu'il faudrait envisager de repenser en termes de nature, de fréquence ou autre? Est-ce que vous, dans votre pratique d'enseignant, vous avez retravaillé certaines choses à la lumière des principes d'usage responsable? Peut-être que ce qui m'a questionné ces derniers temps, c'est notamment... En ce qui concerne les usages, c'est important de ne pas augmenter la fracture numérique au niveau des étudiants. En fait, je vais donner un exemple dans la vie courante. Souvent, vous croisez des gens qui vont vous dire « Ah ben tiens, de toute façon, viens sur le groupe WhatsApp et puis on va communiquer comme ça. » Vous n'êtes pas obligé d'avoir WhatsApp. Sachant que c'est un aspirateur à données personnelles. De la même manière, construire sa pédagogie sur des outils qui vont obliger les étudiants, par exemple, à créer des comptes sur des applications qui ne sont pas justement contrôlées, par exemple, au niveau de l'université, c'est une grosse erreur. Donc, typiquement, moi, je vais éviter tout ce qui va inclure des applications mobiles, parce que c'est le meilleur moyen d'être sûr que vous n'avez pas 100% des étudiants qui vont pouvoir profiter de ce que vous faites. Parce que il y a beaucoup de versions différentes. Il faut avoir considérer que tous les étudiants ont le dernier smartphone avec la dernière version du système d'exploitation, c'est une erreur. Donc c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Et j'ai envie de vous dire, à contrario, vous pouvez considérer que tous les étudiants ont un mail. Et un mail institutionnel. Ça, vous savez que vous pouvez les contacter là-dessus. Donc, vous pouvez faire cette hypothèse-là. Et vous pouvez en faire d'autres, mais celle-là, voilà. Donc, soyez sûr que ça n'oblige pas l'étudiant à sortir des outils qui lui sont fournis. Oui, donc le mail, le NT, Moodle. Voilà. Parce que si, par exemple, disons... que vous avez une application qui va recueillir des réponses. Alors, il y a des choses qui sont fournies d'ailleurs par l'université. Qui sont incluses, pour le coup, dans Moodle. Voilà, dans Moodle. Mais vous pouvez ne pas être au courant et choisir une solution propriétaire qui, Google ou autre, hein, peu importe, c'est pas la question. Mais si vous forcez l'étudiant à créer un compte sur une plateforme comme ça, c'est comme si vous l'obligiez à payer, en fait. Hein, aujourd'hui, il va payer avec ses données personnelles. C'est la même chose que de payer avec de l'argent. On ne peut pas se permettre ça. Non, il faut bien être conscient de cet aspect-là. Alors, merci pour la transition. Je voulais maintenant parler de la production de contenu parce que, quand on est enseignant, du coup, on produit des supports, généralement, des présentations, des PDF, voire parfois des vidéos, podcasts, etc. Pour faire un usage responsable du numérique, il n'y a pas que l'impact environnemental et énergétique qui entre en jeu, il y a aussi une question d'éthique, notamment donc par rapport à l'usage des données et par rapport à l'accessibilité numérique ou plus largement à l'inclusivité. Donc on parlait à l'instant de ne pas accentuer la fracture numérique, il y a aussi ces questions de faire des contenus accessibles, de faire un bon usage des données qu'on va éventuellement récolter auprès des étudiants, sans se lancer dans un exposé sur l'éco-conception ou sur le RGPD ou sur le référentiel général d'accessibilité numérique. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner ou quelques préceptes à suivre pour produire des ressources d'enseignement qui soient responsables, sobres et inclusives ? Alors, j'ai envie de dire, on en revient un peu toujours au même. C'est-à-dire que il faut éviter tout ce qui est format propriétaire. C'est mieux de fournir un fichier, par exemple, si on parle d'un fichier texte, issu d'un traitement de texte,
et que vous donnez un fichier Word, alors aujourd'hui un fichier Word peut être ouvert par un logiciel libre, mais c'est déjà rajouter une étape alors qu'il aurait fallu fournir quelque chose dans un format ouvert. Donc tout ce qui ne peut pas être lu par des outils open source, alors c'est pas qu'une question de gratuité, hein, comme on en a parlé, puisque le credo des GAFAM, c'est de fournir des outils gratuits pour induire de l'addiction sur ces outils. Mais voilà, il faut penser que quand vous produisez du contenu pédagogique, il faut qu'il soit dans un format qui va poser de problème à personne. Donc typiquement, moi, mes supports, ça va être du PDF lisible par des lecteurs complètement classiques, sans des choses qui ne peuvent pas être ouvertes à l'intérieur que par exemple par Acrobat Reader, hein, pour donner cet exemple-là. Si j'enregistre les vidéos de mes cours, ça va être via BBB, donc j'ai l'assurance que c'est dans un format ouvert. En plus, ça va être géré par les serveurs de l'université. Donc, je n'oblige pas l'étudiant à sortir de ce cadre-là. Quand je vais faire des pages web, je vais les faire minimalistes. Je ne vais pas inclure des choses qui vont faire que j'utilise des bibliothèques logicielles, par exemple, produites par les GAFAM. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que 95% du web contient des librairies qui ont été produites par les GAFAM et qui font appel à ces serveurs-là pour vous suivre, en fait, tout simplement, et qui alourdissent surtout beaucoup les pages. Voilà, il faut être assez minimaliste, en fait, au niveau des technologies qu'on manipule, parce que plus on va faire un cocktail avec plein de choses, plus vous avez de chances que ça ne soit pas pérenne, que ça ne puisse pas être ouvert tout le temps, que ce soit lourd à charger, etc. Et donc, qu'on ne soit pas dans un cadre responsable. J'ai écouté attentivement ton discours, que je trouve extraordinaire, et je sais que la quasi-totalité de mes collègues n'ont pas du tout conscience de tout ce que tu dis, quoi. Et c'est pas, on n'est pas éveillé à ça en tant qu'enseignant du tout, et je trouve que le discours est extrêmement fort et puissant, et on devrait tous y être sensibilisés. Plus c'est simple et mieux c'est. Exactement. Il y a des outils libres pour faire du traitement de texte, comme LibreOffice, en fait. Là, je parlais de PDF, c'est le résultat final. Oui. Voilà. Et qui est léger, en fait, au niveau des diapos. Mais quand je dois, mais qui va être produit avec des logiciels type LibreOffice ou autre chose. D'accord. Que je présente toujours aux étudiants. Pardon de savoir. Et ils ne sont pas donnés comme ça, brut de décoffrage. Non, mais quand on parlait d'exemplarité, peut-être qu'on va y venir, il me semble, mais moi, je leur explique comment je construis, avec quel outil je fais mes cours. Pourquoi est-ce qu'on est sur BBB? Pourquoi est-ce que je leur donne du PDF? Pourquoi est-ce que j'ai utilisé LaTeX, donc qui est un langage de programmation par exemple, pour faire mes diapos, etc. Je rentre dans le pourquoi, et même je vais expliquer la dimension écologique aussi. On revient au début de la discussion, c'était sur l'exemplarité de l'enseignant. Complètement. Et c'est ça qu'ils vont retenir de ton cours. Enfin bon, du coup, ça devient la forme et le fond dans ton cas. Oui, effectivement, donc j'avais une question qui était un petit peu une sorte de conclusion, puisqu'on a parlé un peu des questions matérielles. Alors on est passé un peu vite sur les questions matérielles. On l'avait déjà traité un petit peu dans les épisodes précédents sur le fait de ne pas changer tout le temps d'ordinateur, de smartphone, de ne pas céder au mode, etc. On a parlé des critères sur lesquels privilégier ou éviter certains usages, privilégier ou éviter certains outils, des principes pour produire des contenus numériques responsables. Justement, en revenant à notre postulat de départ qui était le possible rôle moteur d'exemple de l'enseignant en matière d'usage responsable du numérique, je voulais savoir si vous communiquiez avec vos apprenants au sujet de votre pratique. Oui, je peux compléter. Dès que possible, je leur parle des choix que j'ai pu faire moi pour construire ma pédagogie, pour mettre en place le site internet, etc. Et je leur dis, voilà ce que vous aussi, vous devrez appliquer plus tard. Ça vous donne des raisons de choisir cette manière de faire. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin en termes de qualité fonctionnelle du résultat, en termes d'empreinte écologique. Donc, oui, dès que possible, je dialogue. En fait, Florence en a parlé, c'est important. Il y a une dimension qui pourra jamais être remplacée par le numérique, c'est le dialogue en face à face avec les étudiants. Et il faut pas se faire déposséder de ça. Et toutes les occasions sont bonnes, en fait.
Et c'est arrivé que ça soit pas à votre initiative, ce genre de discussion, que vous ayez des étudiants qui viennent vous questionner, mais pourquoi on n'utilise pas tel outil, pourquoi vous faites pas cours avec telle technique Ah non, enfin moi personnellement non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, moi j'essaye de surtout ne jamais culpabiliser mes étudiants dans leur usage du numérique et j'essaye autant que faire se peut, de leur montrer les géants qui sont en face d'eux et comment ils sont pris là-dedans, comme un peu, il y a une toile d'araignée, et ils sont pris un peu dans la toile d'araignée, et comment, s'ils sont addicts, quelque part, je les déculpabilise aussi. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que plus, dès le départ, je leur dis, mais vous savez, il y a un énorme système au-dessus de vous. Il y a les GAFAM, il y a toute cette économie de l'attention. On essaye de capter votre attention. Et puis, dès que vous avez une notification, paf, vous avez un shoot de dopamine. Alors que moi, en tant qu'enseignante, avant qu'ils aient un shoot de dopamine, il faut qu'ils m'écoutent pendant au minimum 10 à 15 minutes. C'est un challenge pour moi. Mais quand je leur explique ça, ils comprennent aussi pourquoi ils ont du mal à écouter l'enseignant. Pourquoi ils ont aussi... Donc, je leur parle de leur cerveau, et je leur dis, en face de vous, ceux qui conçoivent les outils GAFAM, ils ont travaillé avec les neuroscientifiques, et donc ils savent comment fonctionne votre cerveau pour vous prendre dedans. Et une fois que je fais ça, pendant la première demi-heure, après, ça devient super intéressant, parce que vraiment, ils se sentent déculpabilisés, et là, vraiment, ils peuvent regarder leur usage sans culpabiliser. Donc c'est un petit peu travailler sur la métacognition, sur la manière dont ils apprennent, la manière dont ils fixent ou ne fixent pas leur attention vis-à-vis des... Et ça va devenir d'autant plus important à l'ère de l'intelligence artificielle, parce que dès que quand ChatGPT est sorti, on a mené une recherche avec des collègues. Je vais aller assez vite, mais dans les résultats qu'on a montrés, c'est que tous les experts qu'on a interrogés de différents domaines, ils sont tous unanimes sur le fait qu'il va y avoir une nouvelle fracture cognitive qui va se mettre en place entre une minorité qui va être augmentée par l'intelligence artificielle et une majorité qui va être diminuée. La minorité qui va être augmentée, c'est terrible. Enfin, on va dire nous autour de cette table qui avons déjà acquis toutes les compétences par les anciennes méthodes au moment où l'IA n'existait pas, et puis une majorité qui va être dans une logique de réconfort et pas d'effort, qui va utiliser les outils pour remplacer l'effort d'acquérir des compétences qui vont de ce fait ne pas acquérir, et donc ils vont aussi être plus dupes et moins en mesure de questionner, moins d'esprit critique. C'est une des résultats de recherche qui me rendent extrêmement triste, parce que souvent la fracture, elle est pas là où on la pense. Moi aussi, au début, quand j'avais cette fascination pour le numérique, j'avais envie que tout le monde possède un ordinateur sur la planète, que tout le monde ait accès au Wi-Fi, tout le monde, ça se développe. Et on parlait de la fracture où les Occidentaux avaient le numérique, et on va dire dans des pays moins favorisés, il y avait cette fracture où ils n'avaient pas le numérique. Et maintenant, cette fracture-là, elle se décline autrement. Et ça, il va y avoir aussi une fracture cognitive. Et ce n'est pas ceux qui n'ont pas les outils qui vont être moins favorisés. Peut-être ceux qui ont trop d'outils vont être défavorisés. Dans l'accès à la connaissance, à la liberté, à la responsabilité, à la fraternité. Donc il faudrait non seulement mettre l'accent sur l'esprit critique et la réflexion sur les outils qu'on utilise, etc., mais peut-être aussi inciter à prendre du recul en termes d'usage. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je reviens sur ce qui est fait par toute la vice-présidence au numérique. Là, j'ai regardé un petit peu les vidéos. Il y a beaucoup de vidéos très intéressantes en fait sur ce qui est en train de se passer par rapport à tous ces outils, et notamment l'IA, évidemment. Et c'est vraiment important de mesurer à quel point ça va trop vite. Même pour les gens intéressés, c'est compliqué d'être à jour sur ces questions et de pas se faire dévorer en fait par cette manière de fonctionner et de perdre certaines facultés cognitives, comme on en a parlé. J'invite tous les personnels à regarder ce que peuvent en dire les gens qui font de la veille sur ces questions, parce que c'est un investissement très important en temps pour savoir de quoi on parle. Donc, écoutez les gens qui font le tour de la question, et c'est pas une question de diaboliser l'outil en lui-même, parce que c'est une technologie finalement comme une autre. Mais le problème, c'est que elle se déploie à une vitesse inhabituelle.
Et en plus, comme le disait d'ailleurs Antoine Cholet dans un précédent podcast, les étudiants ne nous attendent pas. Donc il faut avoir du répondant sur ces questions. Eux, ils ont un compte ChatGPT quasiment à 100%. Hein. Je voyais dans une autre vidéo justement du Sun, 100% des masters ont un compte sur ce genre de choses. Ils l'utilisent et 30%, imaginez-vous, ont un compte payant. C'est-à-dire que s'ils payent pour des étudiants qui ont des petits budgets, c'est qu'ils s'en servent de manière quotidienne et pour faire plein de choses en relation avec leurs besoins d'étudiants. Donc il ne faut pas se voiler la face par rapport à ça et il faut être proactif dans la discussion avec eux pour pas qu'ils se laissent complètement manger en fait. Et comment faire pour éviter ou réduire cette fracture ? Encore une fois, c'est une question de connaissance du sujet, de formation. Et là, encore une fois, je pense que ce que fait l'université à ce niveau-là, c'est pas mal du tout, dans le sens où elle multiplie les interventions pour expliquer qu'est-ce que c'est, comment s'en servir. Moi, il y a quelque chose que je trouve très bien. Alors moi, personnellement, je vais pas... J'ai pas l'intention d'utiliser beaucoup l'IA pour produire mon contenu numérique, mais je vois que sur Moodle récemment, plein de choses ont été rajoutées par rapport aux outils d'IA pour construire du contenu pédagogique. Bien que moi je sois pas friand de ces choses-là, je pense que c'est très bien que l'université prenne les devants, parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser les enseignants sans rien, sans solution, parce que là, ils vont aller chercher les outils des GAFAM. À l'extérieur. Clairement, ils vont aller utiliser ChatGPT plutôt qu'une solution qui a été développée en France. Là, on est sur des rapports à 3 chiffres, voire 4 chiffres en termes d'impact. Même s'il faut questionner cette idée qu'il faudrait utiliser l'IA, par exemple, à toutes les sauces, c'est bien de prendre les devants. Comme je le dis, encore une fois, formation des personnels, partage de connaissances pour pouvoir faire des décisions éclairées, en fait. Hein. Tant qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière les IA en termes d'impact environnemental, tout ça n'a pas d'odeur. Donc pourquoi s'en passer, hein ? C'est exactement de la même manière qu'il y a un impact derrière une recherche Google. Je veux dire, c'est juste l'étape d'après, mais elle arrive vite. Pour la réponse au comment faire, mais c'est aussi ce que vous faites vous, et je vous en remercie. Et puis je vous remercie aussi de nous avoir invités, parce qu'on a une voix aussi un petit peu dissonante. Et donc là, vous participez complètement à cette prise de conscience. Et moi, au niveau individuel, ma réponse, ça a été évidemment de faire de la recherche sur le sujet, et puis vraiment d'amener, quand j'ai un public en face de moi, mais surtout mes étudiants, à la prise de conscience vraiment. Et c'est difficile parce que c'est un système extrêmement complexe. C'est Jacques Ellul, il parlait du système technicien, mais c'est de prendre conscience aussi de cette complexité, qu'on est dans un système quasiment autonome qui s'auto-entretient, où la décision démocratique, elle est difficile. Et donc, c'est difficile parce que, quand je parle de ça avec mes étudiants, il faut vraiment envisager toutes les dimensions du problème. C'est évidemment c'est économique, c'est écologique, c'est politique, c'est démocratique, ça inclut tellement de choses. Et tout, donc, ça part vraiment dans tous les sens. Mais il n'y a qu'en essayant de regarder avec lucidité la complexité et de se rendre compte que... moi, à chaque fois, mes étudiants m'apprennent énormément, parce qu'à chaque fois que j'aborde le sujet, ils utilisent des outils, effectivement, comme tu le dis. Ils ont évidemment commencé à utiliser ChatGPT avant moi. Je suis toujours à la traîne derrière mes étudiants. et vraiment, pour moi, c'est important, c'est aussi de surtout pas culpabiliser les étudiants, pas culpabiliser les enseignants. C'est extrêmement complexe, on fait de notre mieux, mais c'est difficile pour un être humain individuel de tout seul. Ça, c'est pour vraiment dire, j'ai envie d'avoir une attitude écologique face au numérique, c'est très difficile. J'ai envie de ne pas favoriser les GAFAM, c'est très difficile. La souveraineté, c'est très difficile. C'est pour ça que vraiment le discours de Fabien, je le trouve extrêmement fort, et toute la démarche qu'il a menée sur les outils, moi je ne l'ai pas faite, donc je pense que c'est extrêmement énergivore, et je trouve ça fabuleux qu'il y ait ce partage qui soit fait avec les étudiants, et puis aujourd'hui, grâce à ce podcast, avec les enseignants. Et merci beaucoup. Donc effectivement, c'est vrai qu'on retient un peu que ces méthodes où on essaye de faire de son mieux, même si c'est pas parfait, c'est toujours mieux que de rester dans le sillon dans lequel on était. Et, donc effectivement, se renseigner, se questionner sur qu'est-ce qui m'apporte une plus-value
dans mon enseignement, qu'est-ce qui est un peu plus de l'ordre de l'effet de mode ou de l'injonction à utiliser un outil, privilégier du libre plutôt que du propriétaire, faire attention au fait que les étudiants restent dans l'environnement numérique qui est prévu pour eux, proposé par l'université. Voilà, c'est un peu les principaux points qu'on retiendra. Merci beaucoup pour vos contributions très éclairantes et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pédagonium. Merci à vous. Merci. Pédagonium, un podcast réalisé par la Direction du système d'information et du numérique et le service des usages du numérique de l'Université de Montpellier.